Alors, je vais vous demander toute votre attention pour la troisième intervention. Là, je ne vais pas me risquer à une transition parce qu'on va passer à quelque chose d'assez différent. Je vais remercier donc Vincent Caillé d'avoir accepté de communiquer ici. Alors, on a l'avantage avec vous d'avoir la possibilité à la fois d'une intervention d'une discipline qui n'était pas présente jusqu'à présent, puisque vous êtes climatologue, et d'avoir en plus l'avantage d'une intervention du point de vue de l'acteur institutionnel, puisque vous êtes là aussi au titre de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Donc, bon, merci de vous être plié au jeu d'un colloque scientifique. Donc, je vais vous laisser présenter votre communication, donc, que vous avez réintitulée, j'ai l'impression, parce que j'avais un titre un peu différent. Donc, je vous laisse présenter peut-être votre nouveau titre. Merci. Donc, j'ai souhaité présenter l'organisation de la profession agricole du Limousin face aux enjeux climatiques, en particulier au travers du projet d'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique que j'ai mené au sein de la Chambre d'agriculture de la Creuse pendant 3 ans. Je précise que ma présence n'est pas due uniquement à mon initiative, mais un dialogue nourri que j'ai eu avec Éric Roublecht de l'UMR Géolab, qui m'a convaincu de l'utilité que ça pouvait avoir de présenter ce projet dans le cadre du colloque Capital environnemental. Donc je vous remercie d'accueillir quelqu'un qui n'est pas représentant des sciences humaines. En tant que climatologue, j'ai la regrettable obligation de vous préciser que même si la COP21, qui va démarrer dans 10 jours, est un immense succès opérationnel, la trajectoire climatique est lancée pour un certain nombre de dizaines d'années à cause de l'inertie de la machine atmosphérique, en gros une trentaine d'années, et que cette trajectoire vers le futur, dans le meilleur des cas, c'est la prolongation de ce qui a été observé. Voilà. Et c'est quelque chose que je reprendrai donc, juste après. Alors, je présente une diapositive qui ressemble un peu à ce qui a été présenté précédemment, c'est-à-dire j'ai essayé de rassembler les aspects sociétaux qui avaient pu soit être à l'origine du projet, soit apparaître à l'intérieur de ce projet, aspects sociaux ou sociétaux qui n'étaient pas vraiment prévus au départ, c'est-à-dire les pratiques culturelles en tant que composante du capital environnemental, comment elles réagissent donc face au changement climatique, avec un constat initial qui était la fragilité des systèmes culturaux donc face à ce phénomène, fragilité qui était exprimée par les agriculteurs eux-mêmes. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle une chambre d'agriculture a embauché un climatologue et s'est lancé dans un programme de recherche-développement qui n'est pas vraiment l'habitude de ce genre d'organisme, qui est plutôt du conseil, on va dire, pratique au quotidien de la pratique agricole des exploitants. Et ça a été aussi donc un résultat de l'étude qui a permis de chiffrer plus précisément donc, cette fragilité vis-à-vis du changement climatique. Et avec la question en fond, c'était est-ce qu'on pourra s'adapter? Bon, fort heureusement, la réponse est oui, mais oui pour les premières dizaines d'années. Et il se trouve que ce genre d'échéance était vraiment opérationnel pour les agriculteurs qui ne se suffisaient plus, et je reviendrai peut-être là-dessus, des messages généraux vis-à-vis du changement climatique qui nous sortent des projections fin du XXIe siècle, qui interpellent le citoyen, mais pas tellement l'exploitant agricole. Alors, le fait qu'il y ait eu ce genre de projet, donc on était dans le cadre d'une réactivité de la profession agricole, donc qui se met en marche, mais qui aussi ne se suffisait plus donc des messages généraux qui venaient et des décisions donc, qui étaient prises donc, de l'extérieur vis-à-vis de cette orientation, on va dire, des pratiques culturelles face au changement climatique. Et petit à petit, ça nous a amené donc avec l'aide des agriculteurs au départ et ensuite de manière autonome à un questionnement technique voire scientifique. C'était le questionnement donc, de la liaison entre le climat et les pratiques culturelles, qui est essentiellement dû donc, à la recherche agronomique INRA ou Institut, mais pour lequel on a eu quelques compléments. Et puis aussi l'évolution climatique telle qu'elle est observée, ça c'est un peu ma spécialité scientifique. Est-ce que c'est bien compatible avec les évolutions climatiques telles qu'elles sont simulées? Et au départ, c'est suffisamment divergent, ces deux choses, c'est-à-dire changement climatique observé et simulé, pour que ce soit les acteurs de terrain eux-mêmes, alors quand même c'est les agriculteurs qui sont en contact direct du climat, mais ce sont les acteurs de terrain eux-mêmes qui s'en sont rendus compte et qui ensuite sont venus trouver le climatologue pour préciser donc, ces aspects des choses. Et puis on est même allé jusqu'au fait que, oui, mais est-ce que ces divergences-là, ça ne provient pas même d'un problème d'une définition du climat qui serait mal posée,
Alors on est allé assez loin, hein, parce qu'au départ on parlait d'un projet de développement agricole, on est arrivé à de la climatologie théorique. Et comme je sais que vous travaillez beaucoup sur les concepts, je me suis permis donc de faire quelques diapositives donc, sur cette redéfinition du climat. Bon, même si vous n'êtes pas spécialiste des statistiques, si vous avez eu donc une formation en géographie, je crois d'ailleurs que dans le cadre de l'UMR Géolab, vous avez des modules de géographie, on vous a sûrement parlé d'un normal trentenaire, c'est-à-dire qu'en fait, pour représenter, on va dire, le climat sur une trentaine d'années, on en fait une moyenne et on considère que c'est une barre horizontale, c'est-à-dire que le climat a été ça, ou est ça, sur une période de 30 ans. Tant qu'on est dans le cadre d'un changement climatique qui n'était pas fort, on va dire, entre 1950 et 1980, on peut constater que les points rouges, qui sont des températures moyennes annuelles sur une station, là j'ai choisi la Courtine, donc dans le sud de la Creuse, vous en avez autant au-dessus qu'en dessous de la barre, que ce que vous soyez au début de la période ou à la fin de la période. Mais prenez la dernière barre horizontale, qui est donc la normale 1980-2010, et vous pourrez constater qu'en début de période, l'essentiel des points est en dessous de la barre, et en fin de période, l'essentiel des points est au-dessus de la barre. Ce qui fait que pour représenter correctement le climat là-dedans, une barre horizontale, ça devient absurde, quoi. Je précise que cette normale trentenaire est toujours la norme officiellement utilisée dans le pays, dans tous les pays du monde. Et une première idée donc, de redéfinition de cette normale climatique, que moi j'ai appelée l'espérance climatique, c'est de bien se rendre compte que lorsqu'on fait une moyenne d'une série chronologique, on fait certes une moyenne des valeurs, mais on fait aussi une moyenne du temps. Donc en fait, la normale climatique 1980-2010, c'est l'espérance climatique de 1995 environ. Or, on est en 2015. Et dans le cadre d'un changement climatique rapide, ça fait beaucoup de différence. Là, on a un décalage de pratiquement 1 degré. 1 degré, ça correspond à environ une erreur de 150 mètres d'altitude ou de 150 à 200 km de latitude. C'est-à-dire vous confondez Limoges et Vierzon, ou dans l'autre sens, Limoges et Cahors, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est une erreur qui est absolument plus négligeable. Donc ça, la première idée donc, pour cette espérance climatique, c'est de relier les points qui sont au centre donc, des normales climatiques, mais on va aller un peu plus loin, enfin on est allé un peu plus loin, et on a décidé de repartir donc, de la définition générique, plutôt que de partir de la définition officielle que je vais présenter au centre, on essaie de remonter à la définition générique de séparation entre ce qui est météorologique et ce qui est climatique. Une série météorologique chronologique, on essaye donc de séparer en quelque chose qui est relativement régulier, qui revient, qu'on va appeler le climat, et puis autre chose. Alors, ce genre de définition, c'est absolument pas opérationnel. Et donc la traduction opérationnelle qui est toujours en vigueur, donc, définition de l'Organisation mondiale de la météorologie, c'est de dire qu'une série météo observée, c'est une moyenne trentenaire, et puis les écarts à cette moyenne trentenaire qu'on appelle des anomalies. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie anomalie? Et là, ça fait écho à un travail que j'ai mené il y a de ça maintenant une vingtaine d'années. Une véritable anomalie dans une série chronologique, c'est quelque chose auquel on ne peut pas s'attendre. Et bien ça, il se trouve que c'est une des définitions du caractère aléatoire. Et bien utilisons cette définition. C'est-à-dire qu'au lieu de séparer entre moyenne trentenaire et anomalie, qui est une décision qui a été prise par un certain nombre de personnes dans le cadre de l'OMM, utilisons la définition statistique de séparation entre caractère aléatoire des séries et combinaison des organisations. Et pour vous montrer que ce n'est pas un concept qui est très difficile à mettre en musique et à calculer, je me suis même permis de faire 2 diapositives où je vous explique concrètement comment on calcule donc cette espérance climatique qui est, ou cette nouvelle normale si vous préférez, qui est donc la combinaison des organisations. Voilà, donc là, pendant 2 diapositives, il y a un peu de calcul et de formule. Par, c'est un paramètre météo, donc qui dépend du temps. Alors, comment on fait? Donc, on essaye d'abord d'isoler l'organisation de long terme, c'est-à-dire par exemple en première ligne une tendance, là c'est la tendance linéaire. On pourrait, il se trouve que ça fonctionne bien dans les 30 dernières années, mais on pourrait imaginer des tendances plus compliquées. Et en ce qui concerne les cycles, on a utilisé simplement la fonction sinus, donc c'est mathématique de secondaire, avec l'amplitude A, la période P, et puis l'ordonnée à l'origine, ou le déphasage à l'origine, phi. Donc ça implique simplement le fait que vous ne démarrez pas nécessairement au point 0 au 1er janvier. Et donc une fois donc, que vous avez isolé donc, ces organisations de long terme, vous faites une soustraction, tout ça, vous changez donc de côté de l'équation, et il vous reste le paramètre sans organisation de long terme. Bon voilà, vous avez enlevé tout ce qui est tout ce qui revient ou tout ce qui est organisation de long terme, et il reste ce qui est du domaine de la persistance, donc l'organisation de court terme. Et là, donc,
on fait une régression donc, de ce paramètre sans organisation de long terme avec la même chose mais décalée de 1 pas de temps, 2 pas de temps, 3 pas de temps, etc. Et ça s'appelle une régression linéaire, ça fonctionne sur n'importe quel logiciel de statistique et même sur des tableurs. Et donc on arrive assez facilement à calculer ces coefficients donc, qui lient ce que vous observez avec ce que vous avez observé la veille, l'avant-veille, etc. Et une fois que vous avez enlevé donc, cette organisation, il vous reste un résidu, SOCT sans organisation de long et de court terme, dont on peut vérifier qu'il est très très proche du caractère aléatoire. Donc l'espérance climatique, c'est quoi? C'est ce que vous aviez au départ, c'est votre série de température, votre série de précipitations, moins les résidus que vous avez obtenus à la fin. Et ça se calcule de manière relativement simple. Alors, il se trouve que l'intérêt supplémentaire d'avoir séparé l'organisation du caractère aléatoire, c'est que le caractère aléatoire, par définition, ça peut être rejoué par un générateur de nombres aléatoires. Donc ça peut être recréé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas entièrement prisonnier des observations. En fait, les observations veulent dire plus que le point que vous avez mesuré. Bref, ça permet de projeter donc, des évolutions climatiques vers le futur de manière relativement simple, sans faire appel au formalisme qui est utilisé dans les modèles globaux du climat qui vous sont présentés par le GIEC. Alors, quel est le principe que nous avons utilisé? Là, je vous ai sorti une diapositive du GIEC qui montre donc sur le passé l'ensemble des observations et sur le futur l'ensemble des projections. Vous remarquez donc que du fait de l'inertie du changement climatique, les scénarios faiblement émetteurs de gaz à effet de serre en bleu se distinguent des scénarios fortement émetteurs de gaz à effet de serre en rouge uniquement à la fin de la période. Pendant les 30 premières années, à partir du début du lancement des modèles, toutes les courbes sont entremêlées. Ça veut dire que ça, c'est une illustration de l'inertie du changement climatique. Quelles que soient nos politiques d'émission de gaz à effet de serre à partir de maintenant, et il y a intérêt qu'on soit très vertueux, pendant 30 ans, la trajectoire, elle est lancée. Alors bien entendu, on n'est pas capable, nous, de dire quelle va être la trajectoire qui va être effectivement suivie. Par contre, on peut raisonner en termes d'enveloppe. Alors il y a l'enveloppe supérieure, pour se faire peur, et nous, pour mobiliser donc, les agriculteurs, on a choisi l'enveloppe inférieure, et il se trouve que, par un hasard statistique qu'on a utilisé, cette enveloppe inférieure, c'est-à-dire le bas des courbes, correspond à très peu de choses près à la poursuite de la tendance observée. Voilà, donc c'est comme on a calculé l'expression du climat en fonction du temps, on a prolongé cette expression du climat vers le futur. D'une manière simple, on a prolongé la droite, même si dans la réalité c'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà la manière dont on a fait les projections climatiques. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ces projections climatiques qui donc sont compatibles avec les évolutions observées, alors que les projections climatiques partout ailleurs, hélas, ne sont pas compatibles avec les évolutions climatiques observées. On les utilise en agriculture, par exemple, par l'intermédiaire d'indicateurs agroclimatiques, qui sont des variables climatiques, mais qui sont adaptés par exemple à des stades phénologiques, c'est-à-dire une feuille, deux feuilles, floraison, fructification, à des plages de fonctionnement optimal, c'est-à-dire que beaucoup de plantes au printemps, lorsqu'on descend en dessous de 0 degré, ça ne fonctionne pas bien du tout. Un certain nombre d'autres plantes ou d'animaux, lorsqu'on dépasse les 25 ou les 30 degrés, ne fonctionnent pas correctement. Donc là, la variable agroclimatique correspondante, ce sera le nombre de jours où on dépasse le seuil à la hausse ou à la baisse. Des pratiques culturales, c'est-à-dire à quelle date se situe la première fauche, ou alors d'autres travaux agricoles, dans quelles conditions est-ce que je peux récolter, dans quelles conditions est-ce que je peux planter mes piquets de pâture, nettoyer mes bâtiments agricoles, etc., etc. Donc ce sont des sommes de température, des dépassements de seuil. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet, c'est-à-dire une fois qu'on a eu les projections climatiques et déterminé donc un certain nombre de domaines qu'on voulait étudier, on a donc récupéré de la littérature et aussi de notre expérience locale des indicateurs sur un certain nombre de domaines. Alors évidemment, comme on est en Limousin, la prairie, ça a été important, mais on a aussi le maïs fourrage, c'est-à-dire pour alimenter les animaux. L'arboriculture, ça nous a été demandé par nos collègues de Corrèze, céréales à paille, culture dérobée, et le maraîchage, tout en bas, ça nous a été demandé par nos collègues de Haute-Vienne. Alors bien entendu, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces indicateurs, mais je vais vous en présenter quelques-uns, et ensuite vous donner donc les impacts que ça peut avoir concrètement sur les pratiques culturales et les pistes d'adaptation qu'on leur a proposées, qu'on a proposé aux agriculteurs. Et je me suis permis de ramener un résumé qu'on a fait ici. J'en ai quelques exemplaires, on pourrait le prendre. Mais bien entendu, c'est un document de développement agricole. Il n'y a pas de concept sociologique à l'intérieur. Voilà, éventuellement, ça pourrait enrichir votre réflexion sur le sujet.
Par exemple, un indicateur agroclimatique qui est relié à la pousse hivernale de l'herbe, c'est du cumul de température basse 0 degré, parce que l'herbe pousse très peu en dessous de 0 degré et ensuite a une croissance linéaire à partir de 0 degré, entre novembre et avril. Donc autrefois c'était considéré comme la période hivernale, alors déjà avril désormais on peut se poser la question, mais peu importe. Il se trouve que dans l'Atlas agronomique de 1993 en Limousin, donc cet indicateur avait été calculé, vous voyez la carte sur la gauche. Je vous demande de regarder plus précisément ce qui se passe sur le plateau de Millevaches. Donc on avait des cumuls de l'ordre de 600 degrés jour. Alors même si vous n'avez pas la correspondance exacte en production, sachez que c'est linéaire. En espérance climatique actuelle, c'est-à-dire le climat de maintenant, vous constatez qu'on est à quelque chose comme 70% d'augmentation sur cette zone-là. Donc ça c'est de l'observer. L'espérance climatique 2015 c'est maintenant, et l'Atlas agronomique du Limousin se basait sur les normales climatiques 61-90. Et vous pouvez d'ailleurs constater que ce qu'il y avait à l'époque au niveau du bassin de Brive, c'est désormais à 500 ou 600 mètres d'altitude sur le Limousin. Donc c'est pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ça évolue. Alors vous allez me dire, mais désormais plus personne peut faire l'erreur d'utiliser les normales climatiques 61-90 dans de la documentation, on va dire, officielle, normative, etc. Détrompez-vous. Cette année, dans le cadre du schéma régional de continuité écologique du Limousin, SRCE, les services de l'État et de la région qui étaient chargés de faire un point sur le climat ont ressorti cette carte de 1993 et j'ai dû intervenir assez vivement dans l'enquête publique pour dire qu'il fallait peut-être quand même s'adapter au changement climatique tel qu'il avait déjà évolué. Donc oui, c'est pas inutile de revenir sur ce genre de choses. Sur le maïs fourrage, par exemple, donc là, ce sont des cumuls de température basse 6 degrés, parce que le maïs commence à pousser à partir de 6 degrés. Vous montrez donc l'évolution à la hausse, soit en année moyenne, soit en année fraîche, qui se produit une fois sur 5, sur 10 ou sur 20. Ce qui est important, c'est de voir l'évolution assez rapide à la hausse. Par expérience, donc, ce qu'on a vers les années 2030, c'est-à-dire seulement dans 15 ans, donc, sur cette zone qui est située au nord de la Creuse, c'est ce que moi j'ai connu à l'École nationale de la météorologie, du côté de Toulouse, lorsque je faisais mes études dans les années 80. Donc c'est pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle évolue ce genre d'indicateur agroclimatique. Alors ça, ce sont des évolutions de température, donc on peut se dire très bien, on va pouvoir, les agriculteurs peuvent se dire très bien, on va pouvoir pousser des indices, faire plus de production. Oui, mais il n'y a pas que les températures, il y a également les précipitations qui, eux, sont sur un signal qui est inverse. Et donc la région de Boussac qui est la plus sèche de Creuse. On estime que pour avoir une réalisation économiquement viable de ce genre de culture, il faut au moins 100 mm de précipitation. Dans le cadre du pluvial, si vous êtes en irrigation, c'est le double, voire le triple. Ce qu'on peut constater, c'est que cette valeur de 100 mm, elle est de moins en moins souvent obtenue. Déjà en année moyenne, on est en dessous. Ce qui fait qu'on est en train d'évoluer dans nos préconisations. Il y a de ça encore quelques années, on disait aux éleveurs, pour sécuriser vos apports de fourrage, oui, vous pouvez implanter du maïs. Désormais, ce qu'on leur dit, c'est que ça va être de plus en plus aléatoire et délicat, donc nécessairement, ça va impliquer une modification du paysage, parce qu'il faudra changer de culture, et j'y reviendrai un peu plus tard. Un autre indicateur, on s'intéresse aussi à la zootechnie, c'est-à-dire que les animaux, les bovins sont sensibles aux températures, n'aiment pas trop les températures fortes, en particulier les températures supérieures à 25 degrés. Donc là, vous voyez, c'est un cumul de températures supérieures à 25 degrés, c'est-à-dire 26 degrés ça vaut 1, 27 degrés ça vaut 2, etc. Donc là, vous voyez une projection vers le futur. Ça, c'est en augmentation relativement rapide, environ 30% en 30 ans. Ce qui fait que, sans aucune mesure de correction ou d'adaptation de l'exploitation, vous allez avoir un inconfort thermique croissant des bovins, donc un impact sur la production négatif. Et pour terminer sur ces indicateurs sur une note un peu réjouissante, je sais qu'il y en a qui ont étudié la vigne en assistance. Ouais. Donc j'ai pris un indicateur relativement simple de culture de la vigne sur la station de Bonnat qui est située dans le nord de la Creuse, donc plutôt chaud quand même pour notre département, qui est une somme de température basse 10 degrés, donc vous cumulez ce qui est supérieur à 10 degrés sur une certaine saison, et donc vous faites la comparaison par rapport à des zones qui sont des zones viticoles classiques, avec les normales climatiques qui n'étaient pas trop perturbées par le changement climatique, donc ce sont les barres horizontales, pour remarquer que sur cette zone nord de la Creuse, d'ores et déjà, c'est compatible en année moyenne avec ce qu'on fait
Le Mâconnais, c'est quoi? C'est la limite du Beaujolais, quoi. Donc voilà, effectivement, sur les meilleures parcelles de Creuse, d'un point de vue purement thermique, on serait déjà compatible avec Val-de-Loire, voire Beaujolais. Et il se trouve que, moi à titre personnel, je pensais que certains agriculteurs seraient sensibles à ce genre d'argument dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Eh bien, il y a ça un mois, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui est de Boussac, dans le nord-est de la Creuse, qui m'a dit: j'ai obtenu les autorisations d'implantation de cèpes de vigne, de pieds de vigne, et d'ici 2 à 3 ans, je serai le premier viticulteur de Creuse. Et il me semble que c'est cohérent avec ce qu'on obtient comme indicateur, et ça aussi, ça modifie donc, le paysage. Alors, les impacts agronomiques. J'ai séparé herbe et culture, parce que l'herbe c'est quand même important chez nous. Démarrage plus précoce, raccourcissement des cycles de production, une concentration de production au printemps, c'est-à-dire que vous avez un pic de pousses d'herbe en particulier au printemps, et un allongement de végétation en automne, ce qui, pour certaines zones et pour certaines années, va amener à plus d'arrêt de végétation. D'ailleurs, on est le 19 novembre, avec l'automne doux qu'on a eu, eh bien, pratiquement toutes les vaches sont à l'extérieur. 30 ans en arrière, au 20 novembre, pratiquement toutes les vaches étaient à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui modifie le paysage et modifie de manière assez forte quand même. Si on y est sensible, évidemment, si on roule à 130 ou 110 sur la route à 4 voies, on ne voit pas les choses, mais quand on est sur le terrain, je peux vous assurer qu'on s'en rend compte. Pour les cultures, les traits généraux, c'est une augmentation des stress thermiques, c'est-à-dire la souffrance du végétal à cause des fortes températures, stress hydrique accru. Par contre, sur certaines zones, il y a des levées de contraintes thermiques. Là où on était bloqué parce qu'il y avait des plantes qui avaient des besoins en chaleur qui étaient forts, désormais avec le changement climatique, ça passe, c'est en train de passer. Et puis donc des démarrages en végétation au printemps qui sont potentiellement plus précoces, avec la question: est-ce qu'il faut laisser ces cultures démarrer précocement au printemps? Parce qu'à cause de l'augmentation de la variabilité liée au changement climatique, en gros la date de dernière gelée, elle ne bouge pas trop. Vous avez la température qui monte vite, sauf que les écarts étant plus forts, si vous laissez le végétal cultiver démarrer, il se prend le gel. Donc c'est pas bon. Et puis d'une manière générale, le raccourcissement donc, des cycles de production. Donc là j'ai parlé des impacts. Maintenant, quelles sont les pistes d'adaptation? Et là peut-être qu'on va recoller un peu plus au côté capital environnemental, parce que ça va donner donc, ce qui bouge sur le terrain. Donc une mise à l'herbe avancée de l'ordre de 10 jours en 30 ans. Ça semble pas énorme, mais ça modifie quand même un peu la manière de gérer en particulier les animaux à l'étable. Un rythme de rotation accéléré. Alors qui dit rythme de rotation accéléré, si on maintient le chargement, c'est-à-dire le nombre de vaches par hectare, ça veut dire que vous tournez plus vite sur les parcelles où elles broutent, ça veut dire que dans votre surface vous avez plus de fauches. Donc plutôt que d'avoir des grandes parcelles où les animaux tournent tout doucement, vous avez des parcelles de plus en plus petites. Donc c'est plus des haies, parce que sinon c'est plutôt des clôtures électriques, et vous avez au contraire des grandes parcelles où vous n'avez pas de vaches et vous fauchez. Donc déjà ça, la représentation donc, des prairies, le paysage va être différent. J'espère que je suis clair là-dessus. Non, je ne suis pas clair. On y reviendra. On y reviendra. Bon. Ensuite la prolongation donc, la prolongation au pré, en automne, voilà, comme cette année, ça dure plus longtemps et ça pose des problèmes de portance. Alors si on laisse les animaux dans des prairies qui ne sont pas portantes, après vous avez des dégradations dues au piétinement. Ça pose des questions sur éventuellement le changement d'espèce, parce que les bovins ont des problèmes de portance, les ovins, les moutons ont beaucoup moins de problèmes de portance. Et effectivement, dans certaines zones, on voit un transfert, donc pour l'instant modeste, du bovin vers l'ovin. En plus, l'ovin a la particularité d'émettre moins de gaz à effet de serre, donc c'est en lien aussi avec l'atténuation du changement climatique. On aura vraisemblablement autant de stocks à produire vers le futur, mais à répartir autrement. Et là, pareil, ça pose des problèmes sur un certain nombre d'exploitations, parce que les vaches, en gros, sont moins à l'étable l'hiver, mais elles y sont moins et on a moins à leur fournir de stock, mais lorsqu'elles sont à l'extérieur en été, par contre, là, on a plus de stock à leur fournir, ce qui fait que les exploitations qui sont extrêmement éclatées, et ça existe, elles ont plus de difficultés à amener le fourrage sur les pâtures aux animaux. Et puis également en termes de paysage, à cause donc, des fauches plus précoces, à cause de la montée de température rapide au printemps, vous avez plus d'enrubanage, c'est-à-dire une grosse balle que vous mettez dans du plastique blanc, et d'ensilage, que de foin sec, c'est-à-dire des balles carrées classiques qu'on avait l'habitude depuis un certain nombre de dizaines d'années. Pour les cultures, céréales, c'est peut-être un peu technique, mais pour le fourrage,
Donc il n'y a pas seulement une évolution locale, enfin le maïs fourrage, il n'y a pas seulement une évolution locale, mais il y a également une évolution donc, géographique, départementale, c'est-à-dire dans les zones par exemple le nord-est où ça va devenir un peu trop sec pour cette culture, si on reste en pluvial, hein, s'il n'y a pas d'irrigation, ben, on est plutôt dans le cas paradoxalement de mettre des indices plus faibles, c'est-à-dire des variétés moins productives, mais qui terminent leur cycle avant que la sécheresse arrive. Ou alors, carrément, le remplacement du maïs par des cultures comme sorgho, etc. Donc ça modifie un peu le paysage. Le sorgho, ça ne ressemble pas du tout au maïs. Dans le centre du département, donc là, on est dans la précocification du semis, c'est-à-dire on a des travaux qui sont avancés là où c'est possible, là où il n'y a pas trop de risque de gel précoce. Et puis dans le sud du département, bah, on est pour ce végétal-là, clairement dans le cadre d'une nouvelle zone de production. D'ailleurs, il y a un certain nombre de reportages dans les médias régionaux et nationaux d'un certain nombre d'éleveurs qui mettent du maïs fourrage, alors de faible indice évidemment, peu productif, mais qui mettent du maïs fourrage jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et ça fonctionne correctement. Et puis donc d'autres types de cultures à croissance rapide entre deux cultures, des intercultures, d'accord. Ce sont donc des dérobés donc, qui peuvent être cultivés très rapidement l'été pour peu qu'il y ait suffisamment d'eau. La diffusion de l'information s'est faite à l'intérieur de groupes techniques, réflexion des groupes techniques. Alors c'est pas juste le climatologue qui va imposer donc c'est dû à la profession agricole, il faut que ce soit des gens proches des agriculteurs qui eux-mêmes comprennent de quoi il est question et ensuite produisent des documentations techniques. Donc une documentation technique assez exhaustive pour eux et puis une plaquette résumée pour les agriculteurs que vous avez aussi sur le site internet. On a fait donc des journées techniques pour expliquer donc, tout ceci aux conseillers de la Creuse et de la Corrèze. J'ai participé à un certain nombre de manifestations agricoles pour populariser donc, ces nouvelles connaissances. Donc, je suis entre autres intervenu donc, à la conférence climatique internationale de l'UNESCO où j'ai pu expliquer donc, la redéfinition du climat. Je vais aller très vite. Donc, ça fait l'objet d'extensions territoriales. Enfin, on en a voulu donc, que ça ne reste pas une expérience locale, mais que ce type de connaissances soit diffusé à l'intérieur de la profession agricole. Donc un projet Massif Central qui a démarré, un projet sur l'ouest de la France qui va démarrer donc, au début de l'année prochaine. Voilà, j'espère que ces quelques éléments un peu techniques, un peu agronomiques pourront enrichir donc, vos réflexions sur le capital environnemental. Merci. Merci. Bien, alors.